Bonsoir, je suis ravie de vous accueillir sur TV5 Monde et de passer avec vous ces quelques moments consacrés au talent de tous ceux que nous allons découvrir aujourd'hui. Sommaire. Dans Dé de la décoration, Vincent Darré nous fait découvrir son dada. Rien ne cloche au château Angélus, un très grand cru. Et le lion, roi des joyaux chez Chanel. Humour, talent et fantaisie, c'est ainsi que je décris le décorateur Vincent Darré. Dandy baroque et follement sympathique, nous l'avons poursuivi pendant qu'il préparait son stand pour AD Intérieur à Arcurial. Suivez-moi maintenant. À 50 ans, c'est encore un jeune premier. Vincent Darré est un designer barré, comme on les aime. Admirateur des surréalistes, il crée des intérieurs extravagants depuis 3 ans, car avant sa vie, c'était la mode pendant plus de 20 ans. La Maison d'Arrêt, c'est la première fois où moi je réalise mes rêves d'enfant. C'est vraiment des choses qui me sont totalement personnelles. Là, c'est ma personnalité à l'état pur. Après la mode, son nouveau dada, la décoration version dadaïste. Il a grandi entouré d'objets surréalistes, la passion de sa mère. Ma mère me traînait à toutes les premières expositions. Dès qu'il y avait quelque chose, on y allait. Et j'ai vu le surréalisme, une exposition, et après dadaïsme. Et j'ai trouvé qu'il y avait tellement d'humour. Je voyais des gens qui prenaient la vie avec une dérision et que tout objet en devenait un autre et que c'était la manière de les placer et même de les nommer, parfois l'objet le plus banal, à un titre extraordinaire. Vincent Darré a imaginé les décors de plusieurs clubs, comme le Montana à Paris. Il y a aussi mon frère qui est un cinéphile et qui m'emmenait tout le temps voir des films. On avait un petit projecteur à la maison et le soir, il nous montrait Méliès. Et Méliès, c'est le magicien du bricolage et de l'invention. Et évidemment, Cocteau. Pour le salon AD Intérieur, le décorateur a imaginé un paravent géant réalisé avec un talent très raffiné. Un des premiers artisans qui m'a aidé à la Maison d'Arrêt, c'est Can, qui est un monsieur vietnamien. Et donc, j'ai été le voir, je dis, je voudrais faire de la laque mélangée avec la feuille d'or. Le résultat, des panneaux spectaculaires. Ça, c'est les premiers croquis. Un paravent octogonal qui viendra s'encastrer exactement dans la pièce. Puis après, je me suis dit, bon, qu'est-ce que je vais mettre dans ces cadres? J'ai fait toute cette petite série de dessins et j'ai fait tous ces petits collages et après, on les a insérés dans le paravent et c'est devenu le paravent lui-même. Pour meubler son boudoir, des fauteuils à l'allure folle. Dès le début, c'est l'idée d'une silhouette un peu surréaliste. Mais après, ce que je voulais, c'est que vraiment les gens s'assoient dedans et que ce ne soit pas un objet juste décoratif, mais que c'est un objet fonctionnel. On y est très bien. C'est ça qui est joli. C'est que vraiment... Là. Il a réalisé ce fauteuil avec la complicité d'un très grand tapissier. C'est toujours la passion qui nous anime depuis 3 générations. On essaye de travailler pour les meilleurs. Ce siège est un défi. Une attention toute particulière parce que nous n'avons jamais travaillé sur des formes qu'il nous présente. Des formes que nous avons baptisées pour l'occasion formes folles. Les formes contemporaines que nous n'avons pas toujours appris dans nos apprentissages, mais que nous avons découvert au fil du temps, ça nous excite beaucoup. Ça nous fait sortir de nous-mêmes. On espère le meilleur. Le salon AD a imposé le thème du voyage aux décorateurs. L'idée du voyage, je me suis dit, voilà, tout le monde va imaginer un autre pays. Et ce que je pensais, ce qui était amusant, c'était l'idée qu'il y avait au XVIIIe et XVIIe siècle. C'était les gens voyageaient, ils allaient de château en château. Et ils venaient avec leurs meubles, leurs tapisseries et leurs paravents. Et au milieu d'un château glacial, ils se faisaient une pièce cosy dans un espace gigantesque. Ce petit salon est donc un espace intime et très rassurant. L'idée, c'était vraiment de pouvoir prendre cette décoration et d'aller n'importe où et de faire comme une tante berbère. C'est un petit peu la manière de Cocteau des Parents terribles. On vient squatter une pièce et on crée un univers. Le boudoir a toute une histoire, petit résumé par Vincent Darré. Le
Le boudoir, au départ, était juste l'antichambre de la chambre de la dame. Et puis, après, il est devenu un cabinet érotique. Au fur et à mesure des années, il a changé. Après, il est devenu un salon littéraire. Après, il est redevenu juste un petit salon. Et je voulais résumer tout ça dans cette pièce avec ce paravent. Puis après, ce que je voulais, donc ce paravent, je voulais l'incruster et donner cette idée de pièce fermée, mais au centre, donner l'idée d'un sol qui avait été fait comme un hôtel particulier, un labyrinthe. Et donc j'ai fait ce tapis. Et donc voilà, je voulais vraiment que le tapis vienne s'encadrer exactement comme si c'était une vraie pièce. Et pour le réaliser, il fait appel à l'entreprise Codimat. On l'a fait réaliser par l'usine qui reproduit le dessin sur un canevas de coton. Et c'est tufté main avec un pistolet à tufter. On tufte le dessin dans les couleurs choisies par Vincent. Je crois qu'il faut amener de l'humour partout, surtout en ce moment, et de se dire que c'est premièrement une chose qui doit apporter de la joie. On aime l'univers léger de ce dandy de la décoration et on aime ce dandy si noblement gentil, donc élégant. C'est dans le Bordelais que je vous emmène maintenant. Certes, le vin est bon et même très bon, mais la saga est une saga comme on les aime. Pour en savoir plus, direction Château Angélus, du côté de Saint-Émilion. Château Angélus, Ange, ça vous dit rien ? Au Château Angélus, le vin est une religion. Depuis 8 générations, la famille de Boire de la Forêt vit dans ce vignoble. Aux commandes depuis les années 1980, Hubert de Boire. Il a réussi à hisser son vin au sommet. Donc je suis né sur la propriété même, et puis j'y ai grandi, et c'était très passionnel pour moi. J'ai eu mon premier sécateur pour tailler la vigne, j'avais 7 ans, et de mon oncle et de mon père, puisqu'il y avait 2 frères ici à la gestion de la propriété, j'ai aussi appris le métier. Je suis parti à Bordeaux faire mes études à la faculté d'œnologie, et j'ai eu la grande chance d'avoir comme professeurs les grands professeurs de la viticulture bordelaise, mais qui avaient une image, une aura mondiale, qui étaient les professeurs Ribéro-Gaillon, Peynaud. Voilà. Je suis un vinificateur, c'est-à-dire que je suis œnologue et technicien, et que je suis à la fois le propriétaire familial, mais que je suis aussi celui qui fait le vin. Tel père, telle fille, le vignoble est une affaire de famille. Moi, je suis chargée de relations publiques, de marketing, de développement de la communication. Je vais à la recherche de sociétés qui souhaitent organiser des événements. On aime beaucoup marier le vin à la musique, à la peinture. On a fait des partenariats avec les peintres et la propriété. On a un cuvier qui s'adapte parfaitement et je vais organiser des défilés de mode, des inaugurations de nouveaux modèles de voitures et autres. Voilà. L'Angélus est même apparu dans plusieurs films et notamment dans un James Bond. Je suis née à Bordeaux, j'ai grandi à Saint-Émilion, donc il y a un attachement tout particulier à cette propriété. Le fait d'être issu d'une famille qui est propriétaire depuis 1782, d'être la 8e génération, ça renforce vraiment cet attachement à mes racines, à la culture du vin. Il faut être original, se démarquer, avoir des idées. On ne peut pas se permettre de rester au niveau, il faut aller au-delà, véritablement. Et il y a d'autres idées qui peuvent être liées effectivement à l'immobilier, à la vigne, à des choses dans la communication. Je crois que la communication est très importante à partir du moment où le produit est un produit de qualité, d'excellence. C'est le cas de ce vin, élu premier grand cru classé de Saint-Émilion. Donc le vin a changé, et je veux dire, le monde évolue, et je crois que ce qu'il faut faire, c'est de faire évoluer ce que l'on a pu apprendre par nos racines dans un monde qui est le 3e millénaire, avec des technologies.
le vin, c'est aussi de la science, de la chimie, de la physique, et que c'est un produit qui doit se comprendre. C'est un produit qui change aussi, qui évolue. Pour Hubert de Boire, pas question de mettre de l'eau dans son vin. L'avenir passe par de nouvelles technologies pour améliorer la qualité de son raisin. Et je lutte pour que mon vin soit l'expression de mon terroir, et puis aussi l'expression humaine, et l'expression de celui qui est en quelque sorte son géniteur, parce qu'on donne un style quand même à un vin, parce que le côté humain est important. Angélus, c'est un vin qui a à la fois une densité, une profondeur. C'est pas un vin qui est fluide du tout, c'est un vin qui a plutôt de l'épaisseur. Si on veut le représenter, on est dans une notion un peu d'épaisseur comme un cachemire, comme un tapis cachemire, quelque chose d'assez épais, mais quelque chose de très arrondi. C'est-à-dire le style d'Angélus, et qui fait partout un peu rêver, c'est un style rond, élégant. En février 2012, la famille a lancé d'importants travaux. La propriété s'est notamment dotée d'un véritable carillon. On a souhaité, compte tenu de la proximité d'Angélus, qui regarde Saint-Émilion et la cité de Saint-Émilion, qui est au patrimoine mondial de l'UNESCO, ce patrimoine familial s'inscrive dans un patrimoine culturel. Et donc on a opté sur un architecte du patrimoine, qui a été architecte en chef des bâtiments historiques, et qui travaille avec nous sur ce projet. On construit avec la pierre pleine. Et les gens qui travaillent la pierre, ce sont des compagnons, donc on les voit travailler avec les ciseaux à pierre comme on faisait au Moyen-Âge. En termes de bois de charpente, ce sont que des bois anciens qui ont été travaillés aussi par des compagnons. Depuis des générations, les cloches sont le symbole du domaine. Puisqu'Angélus, c'est symbolique des cloches, on va en fondre une sur place comme on faisait au Moyen-Âge, en la faisant ensuite bénir par notre archevêque. Cette symbolique est importante. Et puis on crée un clocher, ou plutôt un campanile. Sur le haut du campanile, il y aura tout un travail d'architecture du fer, comme on peut retrouver un peu en Dordogne ou dans le sud de la France. Et toute cette architecture de travail du fer est faite aussi par des compagnons. Donc ce sont que des compagnons qui travaillent autour d'un architecte du patrimoine. Ici, le vin est un art de vivre divin et qui crée des emplois. Pour ce qui est des carafes, j'ai plutôt tendance à aimer les carafes qui ont un peu d'histoire aussi. Comme les belles bouteilles, elles sont culottées, elles ont vu du vin, ou elles en ont vu. Et on peut imaginer que ces carafes, elles ont vécu. Il y a d'ailleurs au fond une paire de carafes du 18e, magnifiques. Moi, ce qui me fait aussi rêver, c'est de penser que ces carafes, elles ont servi. Elles ont servi des gens qui ont apprécié des vins d'une autre époque, des gens d'une autre époque. Et ça me fait rêver. Et donc j'adore cette notion de la cristallerie. Je trouve que c'est très très beau. Donc c'est vrai que je collectionne et j'aime bien ces pièces-là. Voici son autre passion. Et puis après, j'aime bien l'art en général, j'aime bien la sculpture, mais j'ai une petite tendance sur la peinture. J'adore la peinture. J'ai pas du tout été formé, je me suis formé. Je ne prétends avoir aucune connaissance, je lis beaucoup. J'essaie d'apprendre, de comprendre, j'essaie d'aller voir un peu chaque fois que je suis en voyage ce qui se fait dans les musées, pourquoi il y a tel angle, qu'est-ce que c'est aujourd'hui que la peinture totalement moderne, contemporaine, abstraite, et d'essayer de comprendre pourquoi. Hubert de Boire collectionne les toiles. Le luxe est pour lui une façon d'apprécier la vie. Donc le luxe pour moi, c'est de bien me sentir avec des choses qui sont un peu uniques, sont un peu raffinées, parce que tout le monde ne peut pas y adhérer, ou tout le monde ne peut pas y accéder. On ne perd pas une goutte de ce discours, car au château Angélus, l'amour du vin n'est pas vain. Zéro défaut, zéro critique, ça arrive. Idem pour les 80 pièces exceptionnelles que la maison Chanel a données à voir et à vendre pour sa 4e participation à la Biennale des Antiquaires. Attention, gros carat. Le lion, roi des animaux et des joyaux chez Chanel, la maison en fait l'emblème de sa collection 1932. 80 bijoux d'exception créés spécialement pour la Biennale des Antiquaires. On adore cette biennale, c'est notre 4e participation. On a toujours été fidèles au rendez-vous
depuis son retour au Grand Palais. Et là, Peter Marino nous a réinterprété l'appartement dans lequel Gabrielle Chanel avait présenté sa collection de joaillerie en 1932, donc avec ce magnifique stand. Et donc on est content de rentrer dans une interprétation un peu ancienne pour montrer ces pièces-là dans une biennale d'antiquité. Gabrielle Chanel n'a dessiné qu'une seule collection de haute joaillerie. Il y a évidemment les 5 thèmes que Gabrielle Chanel avait développés en 1932, que sont les étoiles et le soleil pour l'état astrologique. C'est un hommage à l'imaginaire de la créatrice, un univers marqué par de brillantes étoiles filantes. Et puis les thèmes un peu plus couture, la plume, le ruban et puis les franges. Ces thèmes revisitent les premières pièces de joaillerie de la maison, une activité qui fête cette année ses 80 ans. Colliers, bracelets, boucles d'oreilles se transforment en pluie de diamants et pour la première fois, la maison introduit avec majesté un nouveau motif. Et puis notre 6e thème, notre nouveau thème, le lion, qu'on a mis en majesté dans une vitrine extérieure. Ce n'est pas un hasard, le lion est le signe astrologique de Coco Chanel. Avec non seulement des bijoux, mais aussi un objet, un lion magnifique en cristal de roche. La maison fait une démonstration éblouissante de son savoir-faire. Un vrai travail de sculpture. On sculpte comme une œuvre d'art, comme une sculpture. Et puis on est venu ramener des petites baguettes de diamants comme ça pour lui donner un peu de force, un peu de nerf. Et puis une petite pendule toute petite. Ce bracelet en or blanc représente la constellation du Lion. Il est serti de 817 diamants. On ose imaginer son prix. Sur ce sautoir, le lion est taillé dans un quartz. Il surmonte un diamant jonquille de 32 carats. Alors c'est une collection qu'on a créée, nous, anniversaire pour ça. On a créé une collection spéciale, sous-collection spéciale, je peux m'exprimer ainsi, dans cette collection, qui est une petite collection de diamants de couleur, qui sont encore sur ces thèmes, et que nous avons fait spécialement pour la Biennale. Donc une quinzaine de pièces de diamants de couleur, avec des verts, des bleus, des roses, dans les tons pastels, où l'idée était d'avoir comment mettre en valeur une pierre. C'est-à-dire, c'est vrai que souvent on voit les diamants de couleur seuls, sertis seuls. Là, l'idée c'était de faire de la création autour de pierres de couleur. Chanel présente une quinzaine de bijoux inédits autour de ces diamants. Cette broche est sans doute la pièce la plus spectaculaire. En or blanc, elle est sertie de plus de 1200 diamants. Un lion très cher à Coco Chanel. Pour fêter ses 80 ans, la maison a décidé de développer sa branche joaillerie. On ouvre à nous un atelier de fabrication de joaillerie sur la place Vendôme qui aura à terme entre 25 et 30 personnes. Donc c'est un nouvel atelier pour fabriquer des pièces de haute joaillerie pour toutes les collections que nous allons faire chaque année, notamment pour la Biennale. Donc c'est vrai qu'on essaie d'embaucher, de créer du savoir-faire français. En 1932, Gabrielle Chanel avait confié s'être inspirée du ciel de Paris pour ses bijoux. Elle avait donc imaginé des constellations de diamants. En mode comme en joaillerie, la créatrice voulait rendre sa liberté de mouvement à la femme, un credo qui est toujours celui de la maison. Chanel raconte toujours des histoires. Gabrielle Chanel nous a légué un patrimoine exceptionnel et sur lequel on peut pianoter. On essaie de l'enrichir chaque année pour pouvoir présenter à notre clientèle et au public des pièces assez exceptionnelles. En 1932, Gabrielle Chanel avait profité des stocks de diamants restés sur les bras des professionnels après le krach boursier de 1929. À l'époque, la présentation de sa ligne de bijoux avait étonné. Les colliers n'avaient pas de fermoir, les bagues s'enroulaient et les doigts et les diamants étaient rois. 80 ans plus tard, la maison Chanel veut donner à sa ronde des carats le même esprit novateur. Mais au fait, qu'en aurait pensé mademoiselle ? Alors, c'est un peu la question qu'on se pose à chaque fois. Quelle aurait été sa réaction? On ne le sait pas, mais c'est aussi la merveille de l'interprétation. Cette collection montre que les diamants, comme le talent de Coco Chanel, sont éternels. Un lion précieux qu'on ne peut dévorer que des yeux.